La littérature pastorale est héritée de l'Antiquité. Au départ, elle est surtout représentée par la poésie. Le poète grec Théocrite dans ses Idylles, et plus tard le poète latin Virgile dans ses Bucoliques, mettent en scène des bergers qui sont aussi des poètes. Ils aspirent à une vie apaisée, loin de la police, loin de la cité, de la vie publique et mondaine. Quelques siècles après, le roman grec reprendra ses aspirations, comme par exemple Daphnis et Chloé de Longus. Notons que Jacques Amyot donne une traduction française de ce roman, qui sera l'une des sources de l'Astrée. À la Renaissance, la littérature pastorale investira aussi le théâtre, avec la pastorale dramatique. La littérature bucolique dans l'Antiquité met en scène des bergers, personnages humbles, vivant en marge de la société urbaine et politique. Leurs histoires se déroulent dans un cadre champêtre, au milieu d'une nature idyllique. Ces personnages se consacrent à la poésie et à la célébration de l'amour. Virgile fait dire à l'un de ses personnages dans la 10e bucolique Omnia vincit amor, et nos quedamus amori. L'amour triomphe de tout, que moi aussi je cède à l'amour. À côté du succès des pastorales antiques, la Renaissance s'enthousiasme pour les épopées italiennes et les romans espagnols. Ils resteront très populaires, au moins pendant la première moitié du XVIIe siècle. On retiendra tout particulièrement le Roland furieux de l'Arioste de 1532 et la Jérusalem délivrée du Tasse de 1581 pour l'épopée italienne. Mais également Amadis de Gaulle de Rodriguez de Montalvo en 1506 pour le roman espagnol. Ces textes vont être imprimés, traduits et imités en France. Le roman pastoral espagnol Diana de Montemayor, 1559, connaît un très grand succès en France. Traduit en français dès 1578, il connaît des rééditions et des retraductions successives jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est l'une des sources principales de l'Astrée, notamment pour l'intrigue, qui lui est similaire. Ces influences antiques, italiennes et ibériques, vont marquer la littérature pastorale du 1er XVIIe siècle. Honoré d'Urfé naît en 1567 et meurt en 1625. Il passe son enfance sur les bords du Lignon, en Forez. C'est là que prend place, du moins en partie, l'action de son roman L'Astrée. La publication de L'Astrée se fait en plusieurs étapes. 1607 est la date de parution de la première partie. La deuxième partie paraît en 1610, la troisième partie en 1619, la quatrième partie en 1625, année de la mort d'Honoré d'Urfé. C'est donc son secrétaire qui achèvera le roman et publiera la cinquième et dernière partie en 1527. Une autre fin, moins romanesque, et où le merveilleux voit sa place réduite, est réalisée par Borstel de Gobertin. Celui-ci affirme que c'est la seule fin authentique. L'action prend place au 5e siècle de notre ère, en Forez, sur les bords du Lignon. Le berger Céladon aime la bergère Astrée, mais leurs familles sont ennemies. Astrée conseille à Céladon de faire la cour à Aminte pour ne pas attirer les soupçons. Mais le rival de Céladon persuade Astrée que son amant est réellement épris d'Aminte. Jalouse, elle bannit le prétendu infidèle qui se précipite dans le Lignon. Astrée regrette son erreur et vit dans le désespoir. Céladon est recueilli par 3 nymphes qui en tombent amoureuses, mais lui ne pense qu'à Astrée. Celle-ci lui avait interdit de reparaître sans son ordre. Il se résigne donc à vivre seul dans la forêt. Il rencontre le druide Adamas, qui lui suggère de se faire passer pour sa propre fille, Alexis. Il peut alors revoir son amante et devient sa confidente. Astrée décide alors de rappeler Céladon. Celui-ci lui révèle la véritable identité d'Alexis. Astrée outrée le bannit à nouveau. Ils désirent tous deux chacun se rendre à la fontaine de la vérité d'amour afin de trouver la mort, mise en pièces par les fauves qui la gardent. Mais devant ces parfaits amants réunis, l'enchantement se brise et ils peuvent se retrouver. On retrouve dans l'Astrée les caractéristiques du genre pastoral.
un cadre clos et idyllique, le Forez, des éléments merveilleux, comme la fontaine. Les personnages sont des bergers et des bergères, quoique nobles au départ. Ces bergers sont aussi, et surtout, des poètes. Ils mènent une vie paisible, loin de la cité, s'occupent d'amour et de littérature. Ce roman est composé de 5 parties, elles-mêmes divisées en 12 chapitres. On peut voir dans la structure de ce roman les 5 actes d'une tragicomédie. On y trouve en effet une unité de lieu relative, cadre idyllique du Forez, une temporalité plutôt resserrée. L'action se déroule en quelques mois, ce qui est relativement peu pour un roman de cette ampleur. L'unité d'action, elle aussi, est resserrée autour des amours d'Astrée et Céladon. Mais c'est surtout le thème dramatique que l'on retrouve dans toute l'œuvre. Par exemple, nous avons des personnages qui ont choisi sciemment de revêtir l'habit de berger. On a également cette image du ciel récurrente, cette image du ciel comme metteur en scène de la tragédie-comédie. Mais aussi, à des moments plus précis, le travestissement de Céladon, par exemple. La proximité de ce roman avec l'art dramatique a d'ailleurs été mise en exergue par le secrétaire d'Honoré d'Urfé lorsqu'il publie la dernière partie de l'œuvre. Toutefois, la linéarité de l'intrigue et la simplicité de l'action sont concurrencées par la prolifération d'intrigues secondaires qui viennent se greffer sur l'action principale. On retrouve là l'influence de romans espagnols à tiroir, comme par exemple Don Quichotte de Cervantes. Outre ces récits secondaires, on a les digressions, souvent descriptives. Enfin, de nombreuses insertions littéraires, lettres en prose ou poèmes, interrompent également la narration. Les retours en arrière, analepses, sont également fréquents et permettent souvent de motiver les actions des personnages. Tous ces éléments nous éloignent du schéma dramatique. Si l'ossature du roman présente des aspects théâtraux, l'Astrée ne saurait s'y réduire. À côté de cette structure foisonnante, une relative unité est donnée au roman par les multiples jeux de symétrie qui le traversent. Des personnages se correspondent, des intrigues secondaires se font écho entre elles ou bien évoquent l'intrigue principale. Le Forez est, on l'a dit, un espace clos et idyllique. La guerre se déroule à l'extérieur de cet asile paisible. Ce paradis idéal, cet empire de la douceur situé en dehors du monde, voire au-delà, évoque le mythe antique de l'âge d'or. Ce mythe antique apparaît chez le poète grec Hésiode. Il est par la suite repris par les latins Virgile et Ovide. L'humanité connaîtrait plusieurs âges. L'âge d'or est le premier, celui qui suit immédiatement la création de l'homme. L'homme vit alors au milieu des dieux, dans un printemps éternel, et la nature qui lui donne spontanément de quoi se nourrir. Puis vient l'âge d'argent, qui voit la naissance de l'agriculture et des saisons. Puis l'âge de bronze, où les hommes commencent à faire la guerre. Enfin, l'âge de fer, avec tous les vices des hommes. La dernière divinité à quitter la terre est la déesse de la justice, la fille de Zeus et Thémis, Astrée. Une fois l'âge de fer terminé, l'âge d'or doit recommencer. Ce mythe a été de nombreuses fois utilisé. Par exemple, les humanistes de la Renaissance ont pu décrire leur époque comme un nouvel âge d'or. Le nom même Astrée évoque la lumière. Elle est aussi, dans l'Antiquité, la déesse de la justice. Chez le poète latin Virgile, le retour d'Astrée sur Terre annonce le retour de l'âge d'or. Le roman de d'Urfé serait à rapprocher de l'espérance du retour d'une paix durable et de la justice, après des décennies marquées par les guerres de religion. La préface du roman exprime bien cela. Le roi Henri IV a permis l'avènement d'un monde où règnent des valeurs pacifiques. Aux valeurs guerrières, on préfère l'élégance, la douceur, la poésie et l'amour, qui sont les valeurs de l'Astrée. L'amour est au centre de ce roman. Pour reprendre l'expression de Virgile, omnia vincit amor.
Tout obéit à l'amour dans ce roman, à commencer par le geste suicidaire initial de Céladon. Le dévouement total de Céladon à Astrée, qui n'est pas sans rappeler le comportement du finament médiéval, confine à l'adoration religieuse. Il lui bâtit un temple et prit soin de l'orner. Il y écrit les 12 tables des lois d'amour, que, sur peine d'encourir sa disgrâce, il commande à tout amant d'observer. La religion officielle de l'Astrée est un druidisme celtique, mêlé de religion gréco-latine. La religion véritable de ce roman, c'est l'amour. On peut voir dans la dévotion amoureuse de Céladon une religion de l'amour parfait, un culte avec ses rites, ses sacrements. Tout cela reprend en partie les codes de l'amour courtois. Les théories néo-platoniciennes sont aussi présentes dans cette conception de l'amour. Le druide Adamas dit à Céladon : « Il faut donc que vous sachiez que toute beauté procède de cette souveraine bonté que nous appelons Dieu, et que c'est un rayon qui s'élance de lui sur toutes les choses créées. L'amour est un désir de beauté et de bonté. La beauté physique est liée à la beauté morale et à la perfection divine. L'amour physique est donc une étape vers l'amour divin. L'amant, en aimant une beauté physique, est aimanté vers une belle âme. Selon la théorie néo-platonicienne de l'amour, les âmes étaient à l'origine unies en Dieu. Elles aspirent à se rejoindre. Le désir amoureux aimante 2 âmes l'une vers l'autre. Elles peuvent alors fusionner et retrouver leur unité originelle. Honoré d'Urfé avait publié, entre 1595 et 1608, des épîtres morales, qui exposaient ces théories néo-platoniciennes. Cet amour idéal et spirituel est toutefois contredit par l'amour charnel et physique qui unit Astrée et Céladon. Par exemple, leur rencontre se fait sous le signe de l'érotisme. La relation entre Astrée et Alexis Céladon est aussi marquée par l'érotisme. Il ne faut donc pas réduire l'Astrée à un roman néo-platonicien. Plus largement, toutes les formes de la passion amoureuse sont passées en revue dans ce roman. Passion naissante, timidité, jalousie, rivalité, ruse, etc. Chaque personnage semble incarner une tendance. On a ainsi devant nous des analyses de l'amour et des différentes formes qu'il peut revêtir, ce qui ouvre la voie au roman d'analyse. La page de titre de l'édition de 1607 indique en effet l'Astrée, où par plusieurs histoires et sous personne de bergers et d'autres sont déduits les divers effets de l'honnête amitié. Le roman pastoral qu'est l'Astrée dépasse le cadre de la littérature pastorale. Gérard Genette dit à son propos : « S'il existe une histoire du roman, non pas seulement comme genre littéraire, mais comme sentiment et forme de l'existence, l'Astrée est dans cette histoire l'œuvre clé, le moment capital, l'étroit goulet par où tout l'ancien se déverse, se renverse dans tout le moderne. Et si l'on veut que ce sentiment n'ait pas d'histoire et que le romanesque soit une donnée fondamentale, intemporelle de la réalité humaine, alors il n'y a qu'un roman qui est tous les romans. Et ce roman des romans, c'est l'Astrée. Influence de la pastorale antique, du roman européen du XVIe siècle, on l'a vu. Influence de la littérature contemporaine aussi, à travers les thématiques baroques, comme par exemple la bigarrure formelle du roman, le thème du déguisement, de l'artifice, l'inconstance d'Hylas, ou encore la tendance précieuse, à travers l'écriture poétique et raffinée qui traite d'amour. L'immense succès de ce roman perdurera jusqu'au XIXe siècle, et l'influence de l'Astrée se ressentira dans la littérature romanesque, au moins jusqu'à Stendhal.